Toutes et à tous, in situ, donc dans la salle Saint-Michel, et à tous nos collègues qui sont dans les différentes structures extra. Bienvenue à ce petit temps d'échange et d'information autour de l'équipe Vigilance. Je précise juste avant de commencer de bien penser à tout le monde à fermer les portables et pour les gens qui sont dans les structures en extra, de couper les micros parce que les micros sont très sensibles et on entend tout. Voilà, donc simplement ce petit mot d'introduction pour vous dire que sur cette question qui est toujours pour nous notre risque majeur en psychiatrie, à savoir le suicide, d'être toujours dans ces réflexions, d'améliorer nos pratiques, nos connaissances sur cette problématique. Et on a la chance donc d'avoir l'équipe Vigilance qui nous accompagne maintenant déjà depuis quelques années, qui va de Toulouse est venue pour faire ce lien annuel avec nous expliquer où est-ce qu'elles en sont. Nos trois collègues qui vont se présenter, vous donnerez chacune votre fonction et votre mission au sein de Vigilance, et avec le docteur Clément notamment qui va faire cette petite conférence. Et je vous invite également à ne pas hésiter à poser des questions à la fin de l'intervention, s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou si vous voulez des précisions, tant qu'on a ces spécialistes sous la main. Allez, bon après-midi. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir à nouveau très bien accueillis. Ça donne envie de revenir à chaque fois. Donc moi, je suis Adeline Kiené, je suis psychiatre, donc médecin coordonnateur sur Vigilance. Et je travaille également aux urgences psychiatriques du CHU à Purpan. Donc toute l'équipe est à la fois, entre guillemets, à temps partagé entre Vigilance et les urgences, sauf nos chers secrétaires qui sont dans l'unité à temps plein pour l'une et l'autre qui est partagée avec la périnatalité. Donc aujourd'hui, on vient refaire le point avec vous sur le fonctionnement de Vigilance, savoir si vous avez des difficultés ou pas quand vous adressez un patient sur notre dispositif. Et après, on va faire aussi le point un peu sur nos projets à venir. Donc je laisse mes collègues se présenter. Bonjour, donc moi je suis Morgane Cadu, je suis interne, docteur junior à Toulouse. Je vais prochainement probablement prendre un poste à Vigilance et donc du coup je viens de temps en temps en immersion avec l'équipe, sachant que j'ai déjà fait un stage aux urgences où finalement on est amené à utiliser Vigilance très, très régulièrement. Donc voilà, je connais un petit peu je connais les missions de Vigilance et donc là je suis là aujourd'hui pour faire une petite journée d'immersion avec l'équipe. Bonjour, je suis Valérie Dupuis, donc je suis l'une des deux secrétaires du dispositif. Alors on s'excuse parce que d'habitude on vient avec des infirmiers, c'est toujours très intéressant parce que c'est eux qui ont les patients au téléphone, mais pour une raison d'effectif aujourd'hui on n'a pas pu dégager un infirmier de Vigilance. Mais on va essayer de faire leur porte-parole tant bien que mal. Donc normalement, la plupart, en tout cas d'entre vous, connaissent Vigilance parce que vous l'utilisez. Donc désolé pour ceux qui ont déjà eu une présentation, il y aura des choses que vous connaissez déjà. Mais c'est important de refaire le point parce que beaucoup d'entre vous ont probablement dû changer, où il y a dû y avoir des nouveaux arrivants. Donc on va quand même représenter un petit peu nos missions de base. Donc pour rappel, on est un dispositif régional. Donc on est basé au CHU à Purpan, mais on est en charge de prendre en veille tous les patients suicidants d'Occitanie-Ouest. Donc là aujourd'hui on vient vous rencontrer, mais actuellement il y a tous les départements d'Occitanie-Ouest qui sont ouverts. Donc il y a Auch, Montauban, donc on essaye de maintenir le lien un peu avec tout le monde. Du coup c'est un dispositif qui est maintenant national mais découpé en régions. Donc pour l'Occitanie-Ouest, c'est Toulouse qui a été missionné, et pour l'Occitanie-Est, c'est Montpellier. Donc il faut savoir que dans votre département, comme il est grand, il y a une particularité, c'est que Millau dépend de Vigilance de Montpellier, donc de l'Occitanie-Est. Donc du coup, Rodez, par contre, c'est nous qui vous avons en charge. Donc l'objectif de ce dispositif, ça a été testé d'abord dans 5 territoires pilotes. En fait, c'est pour diminuer la réitération suicidaire et ça diminue également la mortalité par suicide. Donc ça a été testé, expérimenté dans des études depuis 2014. Nous, on a ouvert en Occitanie-Ouest en juin 2020. Donc ça a démontré à la fois une diminution du passage
aux urgences pour tentative de suicide et une diminution de la mortalité par suicide également. Donc, ce qui ressort un petit peu dans les études, c'est que plus un centre adresse des patients à vigilance, plus ça fonctionne. C'est un petit peu l'effet vaccin comme tout dispositif de prévention. C'est-à-dire que si on fait que vigilance, ça ne marche pas. Mais si on fait vigilance, plus les soins, plus le 31-14, plus les formations, etc., là on voit qu'il y a un effet qui se cumule un petit peu de prévention. Donc c'est juste pour rappeler un petit peu les chiffres. Les nombres de décès par suicide en France, du coup les derniers chiffres officiels datent de 2017, donc qui sont faits par CEPID et INSERM, qui restent malgré tout plus importants que le nombre de décès par AVP. Donc ça reste quand même un enjeu de santé publique majeur, très important. Là, il y a eu des études récentes qui ont été faites du coup après la situation sanitaire liée au Covid. Du coup, ils ont inventé une sorte d'algorithme pour essayer d'analyser les certificats de décès plus rapidement. Parce que là, vous avez vu, ces chiffres-là, on les a eus fin d'année 2022, en 2021. Donc il y a 3 ans de retard à peu près à chaque fois pour établir le nombre de décès par suicide en France. Du coup, là, ils ont créé un algorithme pour que ça aille un peu plus rapidement, pour savoir s'il y a une augmentation ou pas après le Covid. Donc les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps. A priori, il n'y aurait pas d'augmentation du nombre de décès par suicide, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y aurait eu par contre une majoration du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, notamment là aussi la population étudiante et chez les adolescents. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interventions de prévention qui ont été faites, notamment avec aussi l'association dite Je suis là. Il y a eu des campagnes autour des jeunes, etc. Donc vous le savez, mais ça reste quand même la 3e cause de mortalité prématurée. Et quand il y a quelqu'un qui décède par suicide, avant on disait qu'il y avait 20 personnes impactées. Et maintenant, dans les études récentes, si on compte les professionnels, l'entourage, etc., ils disent qu'il peut y avoir jusqu'à 135 personnes impactées par un décès par suicide. Donc c'est un réel enjeu majeur de santé publique, à la fois pour éviter les décès par suicide, mais aussi pour toute la post-vention par rapport à un décès par suicide qui peut impacter énormément de gens. Les facteurs de risque les plus importants de décès par suicide, vous le savez, c'est de souffrir d'un trouble de santé mentale et c'est également d'avoir fait un geste suicidaire, une tentative de suicide. En vigilance, nous, on cible la prévention sur les patients suicidants, donc les patients qui ont fait une tentative de suicide. Donc on va faire une veille autour d'eux avec leurs professionnels de santé pour éviter la réitération suicidaire. Donc on va être dans une population qui est à plus haut risque que la population générale de décès par suicide. Je vous ai mis une petite image de Stromae parce que du coup c'était la première fois qu'il y avait quand même quelqu'un qui parlait au journal télévisé d'idées suicidaires. Donc après il y a eu tout un... Vous savez, quand on parle de suicide ou d'idées suicidaires dans les médias, il peut y avoir soit un effet de protection, soit un effet de contagion. Donc il y a Papageno qui a refait un article suite à ce passage-là pour renforcer l'effet de protection plutôt et essayer de limiter l'effet de contagion qu'il pourrait y avoir. Bon, la bonne nouvelle, parce qu'en quand même en début de 2023 il faut partir positif, c'est que globalement ce qu'on fait, notre métier fonctionne parce que dans les dernières années, et ça continue, en fait la mortalité par suicide diminue et le nombre de tentatives de suicide diminue également. Donc ce qu'ils ont repéré, c'est que quand on implante vigilance quelque part, il y a une diminution qui est plus importante, mais ailleurs, dans les autres territoires, ça a diminué quand même malgré tout. Donc là, c'est juste pour vous faire un petit rappel sur les stratégies de prévention nationale de prévention du suicide en France. Du coup, il y a tout ce qui est autour de l'information du public. Donc ça, avec les associations, la Journée nationale de prévention du suicide, du coup, qui va avoir lieu là le 2 février. Il y a le numéro d'appel national, donc on va y revenir, mais qui a été ouvert, qui est le 3114. Il y a tout le travail autour des hotspots, donc des lieux qui sont réputés pour des idées par suicide, pour aller les sécuriser. Il y a le programme Papageno, donc qui va plutôt être sur comment parler du suicide, des idées suicidaires dans les médias pour renforcer l'effet de protection. Il y a eu le déploiement national de vigilance et il y a les formations MSA donc, qui ont été réactualisées. Maintenant, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau sentinelle, il y a le niveau évaluateur et il y a le niveau intervenant de crise. Et surtout, ils ont ciblé là récemment les populations les plus vulnérables,
Donc ils ont refait des actions autour de la population agricole. Ils sont en train aussi de refaire des actions autour des détenus également. Donc il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place probablement. Il y a aussi le programme de postvention qui est en cours de construction. Donc le programme de postvention, c'est quand on est face à un décès par suicide dans une institution, comment est-ce qu'on gère l'impact à la fois sur les professionnels, mais à la fois sur les autres patients, sur l'entourage du patient qui est décédé, etc. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu où on en est du déploiement national. Donc en Occitanie-Ouest, tous les départements sont ouverts. Après, vous verrez que chaque département n'utilise pas de la même manière vigilance. Donc il y a des sites où ça fonctionne mieux que d'autres. Mais ça, c'est un travail qui va se mettre en place de réseau avec plusieurs années. Donc ça a été déjà expérimenté dans les autres vigilances. On sait que quand on s'implante, ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir une pénétrance assez correcte et du coup une efficacité aussi correcte. Donc là, vous pouvez voir, ce qui est intéressant dans Vigilance, c'est que c'est vraiment un réseau national. Donc c'est-à-dire, on a également la Guadeloupe, on a la Guyane, donc globalement toutes les régions sont ouvertes sauf Mayotte pour l'instant. Et ce qui est assez pratique, parce qu'en fait quand on a un patient qui déménage ou quand on a un patient qui fait une tentative de suicide pendant ses vacances, il faut savoir par exemple que le Vigilance Corse peut nous adresser son dossier et nous on peut prévenir les professionnels de santé locaux, on va dire entre guillemets. Même chose si quand on les appelle à 6 mois, le patient nous dit là j'ai déménagé, je suis partie de l'Aveyron, je me suis installée à Lille, nous on va dire on va vous donner le numéro de Lille pour qu'il ait accès à des soins locaux qui connaissent mieux le réseau de soins local et donc on peut transférer les dossiers comme ça de vigilance à vigilance aussi. Donc ça c'est juste pour préciser un petit peu la différence entre 3114 et vigilance. Il faut savoir que le 3114, c'est aussi des équipes d'infirmiers ou de psychologues qui répondent au téléphone, mais eux ils sont disponibles 24 heures sur 24. Donc il y a plusieurs centres en France qui sont ouverts 24 heures sur 24, dont Montpellier par chez nous. Et du coup il y a une disponibilité téléphonique. Mais eux ça va plutôt être de la prévention primaire, c'est-à-dire que tout le monde peut appeler le 3114, que ce soit l'entourage, les patients, même parfois des professionnels. Donc du coup, c'est pas la même chose parce que Vigilance, nous, on va avoir moins de disponibilité parce qu'on est ouvert qu'en semaine, les jours ouvrés. Mais par contre, c'est nous qui allons prendre des nouvelles des patients. Ça va être un petit peu plus proactif. Et nous, notre veille, elle est autour des patients suicidants, donc qui ont fait une tentative de suicide. Du coup, c'est une prévention qui est plus ciblée que le 3114. Le 3114, ils ont des missions d'information, d'aide, d'orientation et aussi de post-mention. Donc c'est un numéro qu'on peut donner quand quelqu'un ne souhaite pas rencontrer de psychologue, mais on peut lui dire si un jour ça ne va pas, vous pouvez appeler ce numéro-là qui pourra vous orienter. Il faut quand même prévenir les patients qu'il peut y avoir un certain délai d'attente. Donc là, ils sont en train d'essayer de reconstruire un algorithme pour diminuer ce délai d'attente-là, mais ce n'est pas un numéro d'urgence vitale. C'est-à-dire que si vos patients ont une urgence vitale, ça reste le 15 malgré tout. Donc vigilance, du coup nous on va aller prendre des nouvelles des patients, soit en les appelant, soit si on n'arrive pas à les appeler, on peut leur envoyer des cartes postales. Donc il faut vraiment voir ça comme un filet de sécurité en plus des soins. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui sort de l'hôpital, qui sort de la consultation, qui a fait une tentative de suicide, nous on va aller voir comment ça se passe le retour à la maison. On va aller lui demander comment il va, comment se passe du coup son projet de soins qui a été contractualisé avec ses professionnels, est-ce que ça a pu être mis en place ou non. Et le patient, il peut aussi nous appeler si ça ne va pas. Donc il aura un 0800, donc notre numéro, sur lequel il peut nous contacter en cas de souffrance psychique, si jamais il y a des idées suicidaires, et nous on peut gérer après par téléphone la crise suicidaire. Donc notre objectif, ça va être aussi de coordonner les soins et que les professionnels qui sont autour du patient soient informés aussi à la fois du geste suicidaire et à la fois de nos entretiens si le patient l'accepte. Alors il faut savoir qu'avant on était ouvert de 10h à 18h, mais du coup quand on a été un petit peu en sous-effectif, qu'on a dû former des nouveaux infirmiers, là actuellement on a restreint de 9h à 16h30. Si un jour nous arrivons à recruter totalement, on reprendra 9h-17h30, mais pour l'instant on cherche des infirmiers et des secrétaires qui veulent bien venir. Donc
Là, c'est vraiment l'équipe de base, c'est-à-dire qu'on a eu des temps financés en plus, mais qui sont pour l'instant pas pourvus par défaut de recrutement. Donc là, on a 2,5 équivalents temps plein d'infirmiers, donc on appelle des vigilanceurs. On a un ETP de médecin, mais on a 0,4 vacants. On a 0,2 ETP de cadre de santé et 1,5 ETP de secrétariat. Du coup, je vais laisser Valérie vous expliquer un peu notre fonctionnement pratique de tous les jours. Ouais. Donc concrètement, toute personne hospitalisée pour une tentative de suicide peut se voir proposer son inclusion dans notre dispositif au moment de sa sortie. La personne peut bien sûr accepter ou refuser. Lors de cette prise en charge, donc vous connaissez déjà, il y a une carte ressource, un kit patient avec une carte ressource qui est remis au patient, sur laquelle est inscrit notre numéro de téléphone avec les jours d'ouverture, où le patient peut nous appeler et, en cas de besoin. En parallèle, et vous la connaissez sans doute, c'est la fiche d'entrée dans le dispositif qu'il faut remplir, c'est vous les soignants qui la remplissez. Elle est complétée par les soignants et les médecins, elle permet l'entrée dans le dispositif. Ceci entraîne l'envoi d'un courrier au médecin référent, médecin traitant, médecin psychiatre, psychologue. Voilà, donc nous avons un algorithme qui est représenté sur la diapo. La veille téléphonique dure 6 mois, pendant lequel 2 appels téléphoniques vont être passés au patient. Un appel entre J10 et J21 après le geste et un appel à 6 mois. Lors de l'appel entre J10 et J21, les vigilanceurs essaient à 2 reprises d'appeler le patient, à 2 jours d'intervalle et 2 horaires différents. Tu me complètes si besoin. Donc le premier cas, si le patient répond, les vigilanceurs évaluent avec lui la timide du patient, voient si le patient critique le geste ou pas. Ils évaluent le risque suicidaire, donc on y reviendra plus tard, et voient avec lui si la prise en charge qui leur a été proposée à la sortie leur convient. Au cours de l'entretien aussi, les vigilanceurs établissent avec le patient un safety plan, donc un plan de sécurité. Les actions, c'est en fait les actions qui sont à mettre en place pour se mettre en sécurité. Voilà, bon, c'est aller marcher, aller boire un chocolat, appeler des parents, appeler des amis. Voilà, donc ça c'est si le patient répond à la fin de l'entretien. Si le patient va bien, on programme l'appel à 6 mois. Et s'il est d'accord, bien sûr, on envoie à ses médecins référents un compte rendu. Donc le deuxième cas, si le patient ne répond pas après 2 tentatives, là on déclenche l'envoi d'un lot de cartes postales. Donc c'est 4 postales pendant 4 mois. Voilà, 4 postales pendant 4 mois. Et on envoie, toujours pareil, un courrier d'information au médecin pour leur signaler qu'on n'a pas pu avoir son patient. Et le troisième cas de figure, si le patient est en crise suicidaire, dont les vigilanceurs évaluent le risque suicidaire, essaient de désamorcer la crise. Ils voient si le RUD, tu m'arrêtes, hein, si le RUD des moyens, il y a un lien qui peut être fait avec le médecin traitant, les CNP, voilà, on essaye toujours. Le but est de maintenir un lien et d'agir en réseau. Et selon leur évaluation, les vigilanceurs peuvent aussi décider soit de programmer un appel intermédiaire, donc de programmer un appel quelques jours plus tard. Et si on a un RUD élevé, on peut soit orienter le patient aux urgences psychiatriques, soit déclencher le SAMU s'il y a une urgence vitale. On déclenche le SAMU. Toujours pareil, les médecins référents sont informés de la situation. Et donc ensuite, un deuxième appel est programmé à 6 mois, donc toujours les mêmes étapes que précédemment. Si le patient répond, on évalue la timide du patient, le risque suicidaire. On essaie de savoir si au cours des 6 derniers mois, le patient a été hospitalisé pour un nouveau geste. Si c'est le cas, on redéclenche une veille à 6 mois. Voilà, on rappelle le safety plan, si tout va bien, on arrête la veille, mais on précise bien au patient qu'il peut nous appeler quand il veut, il garde la carte ressource à vie. Dès qu'il a besoin, il peut nous appeler, mais nous, en tout cas, nous ne reprogrammerons pas l'appel. Et toujours pareil, un envoi d'un courrier au médecin référent. Et ensuite, si le patient est injoignable après les 2 tentatives, on lui envoie une carte de clôture, on informe les médecins, et si le patient est en crise suicidaire, c'est la même procédure que plus haut. Donc en fait, on fait vraiment selon l'état du patient au téléphone. Donc ça peut aller de tout va bien, on envoie juste le compte rendu au professionnel référent, à une urgence. Et dans ce cas, ça nous arrive de maintenir des patients en ligne au téléphone le temps que le SAMU arrive. Ça nous est arrivé très rarement de devoir faire appel au SAMU pour géolocaliser avec la gendarmerie les patients. Mais globalement, quand on rappelle, en vrai, quand ils sont sortis des soins, ils vont quand même souvent mieux, les patients. Et donc là, on essaye d'anticiper avec le plan de protection. Si jamais il y a à nouveau un moment où vous êtes moins bien, comment vous pouvez gérer
pour éviter de refaire une tentative de suicide. C'est important pour nous de demander l'accord du patient pour l'envoi des comptes rendus. C'est assez rare qu'ils refusent globalement, mais par contre s'ils refusent, on est un peu dans l'obligation de ne pas les envoyer. Donc ça, on essaye à chaque fois de convaincre plus ou moins, mais ça peut arriver qu'il y ait des patients qui refusent. Si jamais il ne nous a pas répondu qu'on envoie des cartes postales et qu'on a des retours de cartes postales, nous, dans ce cas-là, ça nous arrive de vous appeler pour savoir si vous avez eu des nouvelles du patient, savoir si vous avez d'autres coordonnées, parce que nous, on n'a pas réussi à l'avoir au téléphone et a priori, on n'a pas la bonne adresse. Et dans ces situations-là, ça arrive qu'on appelle la personne de confiance pour s'assurer que la personne aille bien et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a ni le bon numéro, ni la bonne adresse, etc. Parce qu'on a un patient qui est sorti de soins en disant que quelqu'un va vous appeler et finalement, s'il ne reçoit pas d'appel, c'est compliqué, donc c'est pour ça qu'on se permet d'appeler. Quand il y a une crise suicidaire au téléphone, on travaille beaucoup avec les médecins généralistes aussi et aussi avec l'entourage. Donc ça nous arrive, quand il n'y a pas d'urgence imminente, de demander par exemple à la personne de confiance de venir sécuriser les médicaments à la maison, de demander au médecin généraliste est-ce que vous pouvez le recevoir pour faire une ordonnance d'infirmière libérale. Donc c'est pour essayer de réajuster, pour éviter à nouveau un geste suicidaire. Donc ça arrive à la fois dans les appels à JD J21 6 mois, mais aussi quand les patients nous appellent de manière entrante. Et Valérie, elle a raison de préciser qu'ils gardent notre numéro à vie. Et maintenant qu'on a un peu de recul d'années d'expérience, il y a des patients qui nous appellent 1 an et demi après. J'ai retrouvé votre carte, ça ne va pas en ce moment, je ne sais pas à qui m'adresser. Du coup, on peut les réorienter aussi vers les soins dans ces moments-là. Donc c'est à peu près comment on fonctionne du coup. Donc il faut vraiment prendre en considération que quand on vient prendre des nouvelles du patient, tout le vigilance en fait c'est basé sur le lien humain. C'est-à-dire que le patient est extrêmement touché, déjà que son passage aux urgences ou sa consultation, et qu'il y ait quelqu'un qui soit au courant, qu'il y ait des professionnels qui communiquent aussi entre eux à son sujet et qu'on puisse aller prendre de ces nouvelles, ils sont globalement très touchés. Les personnes âgées sont aussi très touchées par les cartes postales. Donc quand ils reçoivent des cartes postales, parce que maintenant on reçoit que des factures, de la pub dans nos boîtes aux lettres, et du coup souvent ça arrive qu'ils nous rappellent, qu'ils nous envoient des cartes postales aussi. Et pour l'anecdote, il y a même un petit papy qui est venu de Tarbes pour essayer de nous remercier en personne. Donc il s'est perdu dans le Purpan. Et c'est pour vous dire à quel point ça peut avoir un impact en fait. Ces appels-là, ces cartes postales-là, c'est très important. Et puis aussi, comme on travaille du coup de l'autre côté, donc des urgences, donc nous aussi on adresse des patients à la vigilance. Moi je sais que ça me rassure quand je fais sortir un patient des urgences avec une ordonnance d'infirmière libérale, un rendez-vous à 15 jours, etc. Et là au moins je sais qu'il y a vigilance qui va voir est-ce que le projet que j'ai programmé avec le patient a pu se faire ou pas, qui va vérifier son état psychique. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, que 10 jours après, l'équipe Vigilance m'appelle. Bon, Adeline, le patient il a perdu son ordonnance d'infirmière libérale. Il y a encore des idées suicidaires scénarisées par médicament. Est-ce que tu peux nous refaire l'ordonnance ou on appelle le médecin généraliste qui puisse la refaire. Du coup, ça permet de resécuriser le domicile et de faire face un peu au couac, entre guillemets, aux imprévus aussi de la vie. Donc ça permet vraiment d'être un filet de sécurité après. Ça arrive que les patients soient hospitalisés quand on essaye de les appeler. Parce que, alors je ne sais pas comment vous faites ici, mais nous, aux urgences, on inclut tous les patients suicidants, donc qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils rentrent à la maison, pour éviter les oublis. Et donc, quand on les appelle et qu'ils sont hospitalisés, on n'intervient pas dans les soins, on leur dit qu'ils sont en sécurité. Si ça ne va pas, ils peuvent faire appel aux soignants qui sont sur place. Si jamais ils nous appellent en disant, évidemment, avec des velléités imminentes, ce qu'on fait, c'est que souvent on leur demande d'appuyer sur la sonnette, on attend que le soignant vienne et on fait le lien directement avec le soignant au téléphone. Mais par contre, on ne fait pas d'entretien parce qu'on estime que le patient il est en soins et on ne veut pas interférer là-dedans. Et on demande soit aux équipes de nous rappeler quand le patient sort, soit nous on programme souvent un appel 3 semaines après, 1 mois après, et on essaie de le rappeler, voir est-ce que vous êtes toujours hospitalisé ou pas, et après on fait en fonction. Ça, c'est un exemple de carte postale. Si vous voulez, on peut vous les montrer à quoi ça ressemble. Alors, Valérie en parlera mieux que moi, mais il faut savoir que du coup, c'est vrai que c'est pré-rempli le texte. Mais par contre, on écrit le nom et le prénom à la main pour essayer de personnaliser au maximum.
On ne peut pas l'écrire entièrement manuellement parce que ça prend déjà Oui, beaucoup ça prend du temps. de temps. Je vais les faire circuler, mais effectivement, là, on rajoute le nom et le prénom de la personne. Et à Denis d'en parler, mais chez les personnes âgées, vraiment, elles sont hyper touchées. Et généralement, nos cartes postales finissent sur les réfrigérateurs. On nous le dit souvent, voilà, parce que ça fait du bien, quoi. Tout simplement, ça fait du bien de voir son nom écrit alors qu'on n'était pas bien. Donc, je vais vous les faire circuler. Nous avons 3 lots différents. Pour l'instant, 3 lots différents, un petit peu basés sur l'âge et une carte postale de clôture. Donc, je vais vous les faire passer, vous verrez. Et du coup, on essaye de les anonymiser parce que maintenant, vous tapez Vigilant sur Internet, vous savez directement, et on n'a pas envie que le facteur sache que vous avez fait une tentative de suicide. Donc, on les met dans une enveloppe blanche où il n'y a pas vigilance dessus, et on écrit l'adresse à la main de manière manuscrite. Du coup, ça aussi, ça peut prendre un petit peu de temps, sachant qu'on est maintenant à peu près à 254 postales par mois. À peu près. Un patient peut recevoir plusieurs cartes postales? Oui, alors à JD-J21, on lui envoie 4 cartes, donc une fois par mois pendant 4 mois. À 6 mois, une carte de clôture. Donc soit parce qu'il n'a pas répondu au téléphone, soit parce que aussi le vigilanceur était inquiet. Et j'avoue qu'on a un peu le réflexe sur les personnes âgées, parce qu'on a vu que ça fonctionnait bien. Donc souvent, même si on les a au téléphone, on leur envoie quand même une petite carte. Après, s'il y a une réitération suicidaire, ils ont un nouveau lot de cartes postales. S'ils ne répondent pas au téléphone, voilà, on leur donne un nouveau lot de cartes postales. Mais effectivement, le patient peut avoir plusieurs lots de cartes postales s'il n'a pas répondu au téléphone. Alors le but, c'est pas qu'ils fassent une collection. Mais justement, c'est l'inverse du dispositif. Mais oui, ça peut arriver qu'on ait des patients qui réitèrent. Et donc, du coup, on essaye d'être attentif à ce qu'ils ne reçoivent pas le même lot pour éviter qu'ils disent que c'est quelque chose d'automatique, etc. Donc, ça, nous, on le trace, on sait quel lot on a envoyé, et on en envoie un autre. Donc ça, vous le connaissez tous, mais c'est pour un peu préciser. Adeline, Oui. une petite question pour rester sur la même thématique. Il me semblait qu'au départ, c'était un appel téléphonique tous les mois pendant 6 mois. C'est plus structuré comme ça? Non, en fait, en vrai de vrai, le début de ce qui a été montré efficace, c'est un appel à 6 mois pour les primo-suicidants et un appel à JDJ21 6 mois pour les multi-suicidants. Mais nous, à Toulouse, on a décidé d'appeler tout le monde à JDJ21 et tout le monde à 6 mois. Mais c'est pas tous les jours, non. Après, là où eux peuvent nous contacter, en effet, si ça ne va pas d'eux-mêmes. Mais il n'y avait pas à ma connaissance en tout cas. Et quel est le pourcentage de patients dont on a informé, eu leur accord de rentrer dans la vigilance, qui ne répondent pas à vos appels en pourcentage? C'est pas tant que ça. Globalement, on a un taux de réponse, on a réussi à les avoir au moins une fois, à peu près, je crois, entre 55 et 60%. Voilà. Donc soit par téléphone. Oui. Ouais. Donc c'est à peu près dans les taux nationaux de vigilance et du 3114 aussi. Oui, eux, c'est pas pareil parce que c'est pas eux, ils appellent pas, mais c'est un taux de décroché, ils appellent ça, qui est, je crois, à peu près 70%. Donc là, c'est les infirmiers qui évaluent le risque suicidaire. Donc évidemment, ils vont aller questionner le scénario, s'il y a des idées suicidaires ou pas. Et s'il y a un ou plusieurs scénarios, lesquels? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des idées suicidaires altruistes? Et si quelqu'un a des idées suicidaires scénarisées, on va aller au maximum sécuriser. Donc on va mettre en place des actions pour éviter qu'il ait accès à ce moyen. Donc évidemment, si c'est des médicaments, on va aller sécuriser les médicaments. L'autre jour, on a eu une jeune qui avait des idées suicidaires scénarisées par défenestration qui vivait au 3e étage. Du coup, on a essayé de voir chez qui elle pouvait aller, chez quelqu'un qui n'habitait pas un étage, etc. Donc évidemment, il y a des scénarios qu'on ne peut pas toujours sécuriser, mais on fait toujours avec le patient un plan de protection pour essayer de sécuriser au maximum. Même chose, on va aller évaluer l'urgence. Est-ce que c'est des idées suicidaires qui sont là de manière quotidienne, qui sont envahissantes ou au contraire, c'est fluctuant, c'est par flash, c'est pas très envahissant pour le patient? Est-ce que le patient critique son geste suicidaire? Est-ce qu'il critique les idées suicidaires actuelles? Est-ce qu'il arrive à se projeter sur d'autres solutions? Et on essaye de toujours savoir s'il y a des velléités imminentes, s'il y a une date de planification, s'il y a une échéance, s'il y a un facteur de stress qui va bientôt arriver. Et du coup, c'est dans ces moments-là qu'on peut planifier des appels intermédiaires programmés.
Donc on va faire en sorte aussi de mettre en place des actions pour essayer de diminuer l'urgence quand il y en a une. Donc ça peut aller, comme je vous ai dit, du SAMU à on maintien en ligne, à appeler l'entourage, appeler les professionnels référents, etc. Donc les facteurs de risque, mais nous on sait qu'on est sur une population qui a plus haut risque parce qu'ils sont tous suicidants, ils ont tous fait une tentative de suicide déjà. Et donc du coup on ne va pas forcément agir là-dessus entre guillemets parce qu'on ne peut pas. Mais par contre s'il y a eu une séparation récente, s'il y a des difficultés financières, s'il y a un trouble de santé mentale actuel, on va essayer de mettre en place aussi des actions pour diminuer les facteurs de risque. Adeline, excusez-moi, j'ai une question qui vient de l'extra. Quelqu'un qui demande de préciser ce qu'est le suicide altruiste. Ça peut arriver qu'il y ait des patients, quand ils ont des idées suicidaires, ils pensent que le monde est tellement péjoratif, tellement négatif, qu'ils vont emmener leur entourage avec eux. Donc ça peut arriver. Et du coup, c'est un facteur de dangerosité en plus qu'on va prendre en compte, parce qu'il y a un risque hétéro-agressif entre guillemets. Alors ça nous intéresse beaucoup à Vigilance, parce que du coup, ça va faire partie de notre plan de protection. C'est comment est-ce que le patient peut se protéger et quelles sont ses ressources internes et externes pour faire face du coup, à la crise suicidaire, aux idées suicidaires. Donc on va aller étudier ça. Comment est-ce qu'il a fait déjà le patient pour traverser cette tentative de suicide-là? Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre en place pour éviter ce geste-là? Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? On va beaucoup s'appuyer sur l'entourage, les facteurs de protection, ça peut être la religion aussi, ça peut être le travail parfois, la scolarité, les études. Donc ça, on va mobiliser les facteurs de protection. Donc à la fois dans nos plans de protection, mais aussi en ayant en tête, si un jour ce patient nous appelle et qu'il ne va pas bien, sur quoi nous on peut s'appuyer. Comme ça, on sait que c'est tracé dans le dossier et on lui rappelle, mais on vous avait eu au téléphone, ça allait un peu mieux là que maintenant, vous nous aviez dit qu'on pourrait appeler telle ou telle personne, et donc ça nous permet d'avoir des leviers d'action aussi quand ils nous appellent, quand ça ne va pas. Donc globalement, l'équipe d'infirmiers essaye au maximum de s'adapter aux émotions du patient. Si c'est un patient qui est en état de crise, qui est débordé par les émotions, on va en effet être un peu plus directif. Si c'est un patient où il y a moins d'urgence, on va essayer de lui demander de mettre en place les actions lui-même, et nous on va vérifier s'il a pu le faire. Donc ça peut nous arriver de dire, vous devez appeler par exemple votre CMP, vous devez appeler votre médecin généraliste, et donc on leur laisse le temps de faire ça, et on les rappelle 5 heures après, bon, est-ce que vous avez pu les avoir? Oui, dans ce cas, nous, on va faire le lien avec les professionnels référents aussi. Mais s'ils ne sont pas envahis par les émotions, on va essayer de favoriser leur autonomie pour éviter aussi de se substituer aux propres ressources internes du patient. Évidemment, nous, on n'est pas un dispositif de soins, donc on n'est pas du tout là pour remplacer les soins. Notre objectif, ça va juste de les remobiliser, entre guillemets, quand il y a besoin. Et donc au téléphone, c'est une clinique qui est quand même différente de la clinique qu'on pratique quand on voit les personnes de manière physique. Donc les infirmiers maintenant sont habitués et du coup ils ont développé des attentions, par exemple au bruit de fond derrière. Donc il y a des infirmiers qui peuvent me dire, là je sais qu'elle est en train de préparer sa valise pour aller aux urgences. Là j'ai entendu ouvrir la porte, ça m'inquiète un peu parce que quand même elle n'était pas bien, puis elle est en train de partir de ton appartement. Du coup, ils ont développé des petits signaux d'alerte qui changent de la clinique physique, mais du coup qui peut être aussi intéressante. Donc à la fois, il peut y avoir des avantages parce qu'on intervient dans le lieu où est le patient, donc dans son environnement. On sait aussi qu'il y a certains patients qui au téléphone peuvent se livrer un peu plus facilement, mais il y a aussi évidemment des contraintes, c'est-à-dire que quand un patient raccroche, qui ne veut plus jamais nous répondre, on est limité par le fait d'être à distance. Donc si on est inquiet, du coup on va plutôt demander au SAMU de rappeler ou alors rappeler l'entourage ou ses professionnels référents. Donc on va essayer toujours de mettre en place des choses, mais parfois on est limité. Et on s'est aussi beaucoup questionné sur les patients qui nous appellent de manière fréquente. Donc on a pu avoir ça par moment. Alors ce qu'on a remarqué avec le recul, c'est que ça change. Il y a des périodes où certaines personnes nous appellent plus que d'autres. Et donc du coup, ça, on fait beaucoup le lien avec les professionnels référents. Et on a pu repérer à chaque fois qu'il y avait soit parce que son infirmier du CMP était en arrêt ou en vacances. Et donc du coup, il sollicitait beaucoup vigilance parce que c'était un moment d'insécurité pour lui. Et en fait, au final, on voit que c'est une période et que ça passe.
Et du coup, on essaye de suivre le même plan de protection que leur professionnel référent pour éviter de cliver et que l'on soit tous cohérents. Donc, on leur demande qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut dire avec ce patient-là qui nous appelle tous les jours. Et donc, comme ça peut nous donner aussi à nous des outils. Donc ça, c'est le plan de sécurité qu'on avait mis par écrit lors de notre journée régionale. Si ça vous intéresse, on pourra vous en laisser quelques-uns. Et donc ça, on essaye aussi de les mettre dans le courrier pour qu'ils puissent être développés après aussi par leurs professionnels référents. Donc du coup, le plan de protection, c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place quand ça ne va pas. Déjà, quels sont les symptômes qui font que je sais que ça ne va pas trop. Donc il y en a qui vont me dire, moi je sais, c'est quand je sors un peu moins de chez moi, c'est quand je me mets plus facilement en colère. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour s'apaiser et mettre à distance les idées suicidaires. Donc Valérie l'a dit, mais ça peut être des choses tout simples. Hein. Chez certains patients, on sait que juste aller boire un chocolat chaud, prendre un bain, ça peut fonctionner. Et du coup, on fait des étapes comme ça. Si jamais ces étapes-là ne marchent pas, qui est-ce que vous pouvez appeler si ça ne va pas? Et après, ensuite, on met évidemment les numéros d'urgence. Donc on met systématiquement les professionnels référents en premier. Si jamais vous n'arrivez pas à les contacter, nous on restera là. Et après, il y a le 3114 et le 15. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler que pour l'instant, malheureusement, on est ouvert qu'aux adultes. Mais j'espère que quand on sera à recrutement complet, on pourra rapidement ouvrir aux mineurs. Donc pour l'instant, c'est les patients suicidants adultes. Donc tous les patients qui ont fait une tentative de suicide récente peuvent nous être adressés. C'est évidemment des choses bêtes, mais il faut qu'il ait soit un téléphone, soit une RS. Sinon, on ne peut pas l'appeler, parce que je ne fais pas encore de la télépathie, malheureusement. C'est important pour nous aussi qu'on ait les bonnes coordonnées, parce que si vous avez le patient qui sort, par exemple, de l'UADO, que nous, on n'a pas le bon numéro ni la bonne adresse, c'est un patient qui va attendre qu'on l'appelle, mais finalement, on ne va pas pouvoir, parce qu'on n'a pas ces bonnes coordonnées. Et c'est là aussi nos limites à nous, c'est que pour les patients malheureusement qui ne parlent pas français, c'est compliqué pour nous au téléphone, parce que s'ils nous appellent qui ne vont pas bien, on n'a pas d'interprète, nous, sur place, et du coup, on ne peut pas les aider. Donc globalement, c'est une de nos grosses limites. Évidemment, c'est en plus des soins usuels, c'est pas un suivi. Le patient, il a le droit aussi de refuser, il faut juste le tracer dans le dossier. On a proposé vigilance, mais il n'a pas souhaité. Ça arrive que les patients changent d'avis aussi en cours de veille. Donc on nous appelle et qu'ils nous disent finalement je ne veux plus être appelé. Donc dans ce cas on respecte son souhait-là. On prévient ses professionnels référents par courrier. Ça arrive dans le sens inverse, que le patient il accepte d'avoir notre numéro, il ne veut pas qu'on l'appelle. Donc souvent vous nous le notez sur le fax. Et des fois il change d'avis et il nous appelle, finalement je veux bien que vous m'appeliez. Donc là on relance la veille et on planifie les appels. Donc globalement, ça c'est ce qu'on donne aux patients. Donc ça, Valérie vous l'a montré tout à l'heure. Ça c'est ce que nous on reçoit pour lancer du coup les requêtes d'appel. Et donc ça c'était un peu les 7 erreurs parce que des fois on reçoit des fiches d'entrée. Donc je crois qu'on ne voit pas très bien, mais des fois on n'arrive pas bien à lire. Des fois on n'a pas la bonne adresse. Et surtout pour les professionnels référents, c'est important de nous dire où ils exercent, parce que des fois, si c'est Docteur Dupont, il peut y en avoir 40 dans le département. Du coup, on ne sait pas à qui l'adresser le courrier. Donc ça, c'est souvent des petites astuces. Et ce qui est très important aussi, c'est le facteur déclenchant de la tentative de suicide. Parce que si jamais, par exemple, c'est un décès, une rupture, il faut être assez clair pour pas que nous, on fasse d'impair au téléphone pour éviter les maladresses. Hein. Si, par exemple, ça nous arrivait qu'il y ait quelqu'un où s'était mis en couple en haut, finalement, son conjoint était décédé, nous on ne le savait pas, et donc on sait que sur la clienterie il est en couple, et du coup on peut commettre des impairs si on ne sait pas le facteur de crise suicidaire. Je me permets de te couper. Il faut savoir que notamment pour les centres partenaires en dehors de Toulouse, les vigilanceurs ne se basent que sur cette fiche. Les informations, c'est pour appuyer ce que tu dis, les informations, vraiment les seules informations que nous avons, c'est cette fiche, et donc tout ce que tu dis, voilà, c'est pour rappeler qu'il est vraiment important de marquer tout ce que vous pouvez savoir, tout ce qui pourrait en tout cas nous être utile. Donc là, c'est pour vous montrer, globalement maintenant, du coup depuis 2022, on est ouvert dans tous les départements d'Occitanie-Ouest. Donc vous, ça fait longtemps que vous êtes ouvert, vous étiez l'un des premiers.
Et après, on a aussi évidemment des liens avec les autres vigilances, on essaye d'avoir des liens avec le 31-14 aussi. Donc ça, c'est pour vous dire à peu près globalement sur l'Occitanie-Ouest. En 2021, on avait 31% de pénétrance. Donc la pénétrance, tous les mois, on a Santé publique France qui nous envoie le nombre de passages aux urgences pour tentative de suicide. Donc c'est juste une estimation, parce que des fois, on a des patients qui font des gestes suicidaires qui ne passent pas aux urgences, qui nous sont adressés par les CMP, etc. Mais ça donne quand même une estimation globale de l'évolution. Donc on fait du coup le nombre d'entrées sur le nombre total de passages aux urgences pour patients suicidants. Et du coup, on a globalement le nombre de suicidants qui nous sont adressés, à peu près en pourcentage. Il faut savoir que dans les chiffres de Santé publique France qui nous adressent, il y a des patients mineurs. Donc la pénétrance est sous-estimée parce qu'on ne les prend pas dans vigilance. Mais on n'a pas d'autres moyens pour l'instant de calculer. Donc quand ils ont plus de 10 ans, ils rentrent dans nos chiffres alors qu'on ne les prend pas, mais c'est comme ça. Et c'est une faible proportion quand même, les mineurs globalement, dans toute l'Occitanie-Ouest. Du coup, en 2021, on était à 31%. Et là, en 2022, on est monté à 36%. Donc c'est plutôt bien de voir une évolution comme celle-ci. Et après, pour Rodez, du coup, on a eu, on ne sait pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a... vous avez eu une augmentation. Alors, est-ce que c'est pas plutôt le codage qui a été augmenté? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, entre 2021 et 2022, vous étiez à peu près, on va dire, à 125 tentatives de suicide en 2021. Vous êtes passé à 200 en 2022. Donc après, moi, je ne sais pas votre ressenti quand vous êtes en pratique clinique. Donc du coup, on avait une pénétrance de 36 en 2021 et là en 2022 à 26%, en tout cas dans nos chiffres qui nous sont rapportés via Santé publique France. Ce que je peux dire, c'est que sur l'UADO, on a noté au sortir du deuxième confinement Covid une augmentation du passage chez les jeunes, que ce soit, tu l'as dit tout à l'heure, les adolescents, mais aussi les femmes jeunes, moins de 25 ans, un nombre important de tentatives de suicide qui passent, puisqu'en général, chaque fois qu'il y a une tentative de suicide sur Tableau-Bourran, elle passe par l'UADO, ou un infirmier, en tout cas l'UADO, va l'évaluer. Donc on ressent une augmentation en tout cas. Oui, mais globalement, en tout cas dans les chiffres, si on voit l'Occitanie-Ouest, c'est plutôt stable. Mais chez vous, ça... Ouais. Donc voilà. Et donc après, moi, de manière mensuelle, du coup, j'essaye de recueillir un petit peu. Et c'est là où je vois un peu les impacts aussi de nos visites quand on vient vous voir, de notre journée régionale. À chaque fois, en fait, on voit après qu'il y a une augmentation de la pénétrance. Donc ça, c'est notre travail aussi à nous d'entretenir le réseau, de faire un rappel, parce que maintenant, il y a beaucoup aussi de turnover dans les équipes. Donc il faut qu'on vienne vous réexpliquer, etc. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter aussi si vous nous voyez absent trop longtemps. On essaye globalement de venir une fois par an dans chaque centre partenaire. Là, on n'était pas venu depuis 2021, parce que beaucoup d'entre vous étaient à la journée régionale début 2022. Et du coup, voilà, on est de retour là en 2023, et puis on essaiera de venir aussi de manière régulière. Donc je pense, je ne sais pas comment à l'UADO vous faites, si vous envoyez les fiches d'entrée toutes d'un coup, ou c'est si au fur et à mesure. Ah non, c'est à partir du moment où on a un psychiatre de garde, 24 sur 24 sur l'UADO. Si un patient arrive par exemple d'un hôpital général avec une tentative de suicide qui va ressortir après la consultation, voire au maximum une nuit sur l'UADO, on l'enclenche à ce moment-là, au moment de la sortie du patient. Si par contre il rentre en intra-hospitalier, ça sera l'équipe de l'intra-hospitalier au moment de sa sortie de l'unité retour à domicile qui l'évalue et qui le déclenche ou pas. Et vous avez une connaissance à peu près du nombre d'hospitalisations pour les suicidants ou pas? Des chiffres précis, non, mais je dirais qu'on en hospitalise 1 sur 2. Ouais, au moins 24 heures, j'entends. Mais ça veut dire qu'on en a quand même un certain nombre qui, après l'évaluation psychiatrique, repartent au domicile alors qu'ils ont eu un geste suicidaire. Mais nous, on met en place un système systématique d'un appel infirmier à 3 jours et d'une consultation avec le psychiatre sur l'UADO à J7. Et ça, globalement, vous nous le notez sur les fiches d'entrée, on le voit. Je pense que c'est noté par les Donc ça, c'est rapidement pour vous montrer un peu l'évolution en termes d'entrée. Donc c'est normal, ça augmente parce qu'on a augmenté nos centres partenaires et aussi parce que des équipes se saisissent de plus en plus du dispositif.
Et après, on a essayé de faire alors c'est un peu brouillon comme ça quand vous regardez, mais on a essayé de faire un travail aussi avec nos liens avec l'entourage des patients, parce qu'on a fait une thèse et on a vu quand même qu'on a sollicité peu l'entourage. Donc du coup, on a nettement augmenté quand même en 2022 nos liens avec l'entourage. Les liens avec les professionnels, ce qui a pas mal augmenté aussi, on essaye de plus en plus de les appeler quand il y a nécessité. Aussi, on a eu beaucoup plus d'appels entrants de professionnels, donc parce que je pense qu'on est aussi mieux repéré avec les années. Donc là, il n'y a pas si longtemps, ce matin, j'ai eu une psychologue au téléphone qui était seule sur une situation en libéral, qui l'inquiétait. Mais du coup, elle m'a appelé pour demander un conseil, donc ça a pu la rassurer, etc. Et donc ça commence à venir de plus en plus les appels des professionnels. Il y a des fois aussi de l'entourage des patients qui nous appellent de manière entrante parce qu'ils sont inquiets. Et donc du coup, là, on essaye aussi de mettre en place des actions. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que nous, notre but, c'est vraiment de mobiliser le réseau de professionnels qui est autour du patient. Donc on envoie beaucoup de courriers, beaucoup de cartes postales, ça fait partie de l'activité de vigilance qui est très importante pour essayer de maintenir le lien et que tout le monde soit informé. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, là, dans les derniers chiffres, on est à 61,6% des patients qui ont pu être joints au moins une fois dans le dispositif. Ça arrive en effet qu'on ait des patients qui réitèrent, donc là on relance une veille. Donc soit ça devient de nous qui relançons une veille, soit c'est l'équipe de soins qui a vu qu'il avait réitéré et nous re-sollicite. Ça peut arriver aussi malheureusement qu'on apprenne des décès par suicide. Dans ces cas-là, on se tient à disposition à la fois pour l'entourage et pour les professionnels. Donc quand c'est l'entourage qui nous prévient, c'est souvent les infirmiers qui les ont au téléphone, donc on peut un peu débriefer avec eux. Nous, on reçoit souvent l'équipe de coordination des appels des médecins, notamment des médecins généralistes ou parfois des psychiatres aussi, pour nous alerter. Nous, quand c'est comme ça, évidemment, on sort ce patient de la veille-là et on se tient disponible si jamais quelqu'un a besoin d'en discuter. Il y a aussi des décès hors suicide qu'on apprend. Donc, dans ces cas-là, on essaie toujours de savoir un peu la cause du décès. Est-ce que c'est un suicide, pas un suicide, pour que ça puisse rentrer aussi dans nos statistiques. Parce que Vigilance, maintenant, comme c'est national, il va y avoir une base de données nationale pour la recherche. Et donc, en fait, c'est pas encore instauré. Mais avec cette base de données nationale, ils vont pouvoir essayer de cibler encore plus les patients pour voir comment est-ce qu'on peut encore plus améliorer la prévention autour de ce sujet, etc. Et après, on transfère parfois sur d'autres vigilances parce que le patient a déménagé. Et donc, du coup, on a aussi des sorties de notre dispositif vers d'autres vigilances. Donc là, on voulait vous présenter du coup une thèse qu'on a fait sur les appels entrants, parce qu'on s'est beaucoup questionné sur les appels entrants sur vigilance. Donc c'est la thèse du docteur Ruzéjane, qui est une amie de notre chère Morgane à côté, avec qui on a travaillé là-dessus. Et du coup, on a fait en gros, sur nos patients qui étaient entrés dans la vigilance, on a fait un groupe de patients qui nous avaient appelés de manière entrante, et on l'a comparé avec un groupe de patients qui nous avaient jamais appelés de manière entrante. Et du coup, on a regardé un petit peu les modalités de veille, les différences démographiques et cliniques, et est-ce que ces patients avaient réitéré ou pas. Donc globalement, les données de vigilance sur la population globale, c'est à peu près les mêmes données, évidemment, que les patients suicidants. Donc on a plus de femmes, c'est plutôt une population qui est assez jeune. On avait 579 patients dans l'étude. Globalement, on avait un chiffre quand même de 57% de patients multisuicidants, qui étaient multisuicidants à l'entrée dans vigilance, ce qui est quand même plus de la moitié. Et après, on avait évidemment 34% d'épisodes dépressifs, 20% à peu près de troubles de l'adaptation et également de troubles de personnalité borderline. Donc, même chose que pour les revues de littérature sur les patients suicidants, globalement on avait plus d'IMV, donc quand même à 86% dans les caractéristiques. On avait 37% qui étaient associés à l'alcool, et le 51% c'était une petite blague pour Lille, parce que dans leur étude ils étaient à 51%, parce qu'ils consomment plus d'alcool a priori là-bas que chez nous. Et donc on avait aussi 30% qui avaient nécessité des hospitalisations en psychiatrie, dont 7% qui étaient aussi en soins intensifs avant. Donc
Là, globalement, nous, on a été assez surpris des chiffres de réitération, parce que quand on les calculait dans notre base de données juste vigilance, on avait un chiffre de réitération qui était entre 6 et 7%. Et quand on a comparé nos données à celles des urgences, on avait beaucoup plus de réitération, donc il y avait des patients qui ne nous avaient jamais été réadressés, malgré qu'ils aient réitéré. Cette étude, elle a été juste faite au CHU de Toulouse, parce que du coup, on avait accès aux données des urgences de Toulouse qu'on n'avait pas dans les autres centres hospitaliers. Et donc, on s'est un petit peu intéressé, on a vu que le délai moyen de la réitération était à peu près 70 jours. Donc ça, globalement, c'est ce qui est vu dans toutes les études qui ont été faites sur vigilance. Il y a un pic, on ne sait pas trop pourquoi, avant les 3 mois, globalement. Et donc, du coup, il y a certains vigilances qui ont réadapté, soit qui ont mis une carte postale à 3 mois, soit qui ont planifié un appel à 3 mois au lieu des 6 mois, etc. Mais pour l'instant, nous, on reste sur notre algorithme et il n'y a pas eu de directive nationale à ce sujet. On a 60% des patients qui nous répondent à J10, J21, un petit peu moins, 55%. On a quand même 22% d'appels entrants, ce qui est quand même assez important par rapport à d'autres vigilances. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y avait seulement 57% qui ont été réadressés à vigilance alors qu'ils avaient réitéré. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que le patient a refusé? Est-ce que c'est parce que comme ces patients-là réitèrent, du coup on arrête de le réadresser à vigilance? On ne sait pas trop. Et donc on a essayé d'étudier un petit peu les caractéristiques. Alors ceux qui nous appellent de manière entrante, ce qui ressortait, c'est que c'était souvent des patients qui souffraient d'un trouble de personnalité borderline, qui étaient souvent multisuicidants et qui avaient réitéré. Donc en gros, ceux qui nous appellent, c'est ceux qui sont le plus à haut risque de réitération et également du coup de décès par suicide. Ah, oui. Donc ça, on a essayé d'étudier un petit peu qu'est-ce qui faisait que ce groupe de patients-là réitérait plus que d'autres. Du coup, ce qui ressortait dans le groupe qui réitérait, c'était de souffrir d'un trouble de personnalité borderline, d'être multisuicidant et d'avoir appelé de manière entrante vigilance. Alors ça, c'est une comparaison du coup avec l'étude de Lille qui, eux, c'était juste basé sur les données de vigilance. Donc ils n'avaient pas comparé aux urgences, contrairement à nous. Et donc du coup, ils retrouvaient 8% de réitération suicidaire, ce qui est dans notre base de données à nous aussi, si on prend que vigilance. Ils avaient moins de patients multisuicidants à l'inclusion. Et donc nous, on était à 57 contre eux à 47. Et ils avaient moins de réponses à 6 mois. Alors ça l'explique parce qu'eux, ils ont tellement eu d'appels entrants, d'activités au début, comme c'était le premier centre, etc. Ils ont pris beaucoup de retard sur les appels à 6 mois. Et du coup, ils ne pratiquaient plus les appels à 6 mois à un moment donné. Et donc nous, on était à 54% de réponses à 6 mois. Donc on peut se dire aussi qu'on a plus repéré les patients qui avaient réitéré, parce qu'on les avait aussi plus au téléphone. Même chose pour les appels entrants, ils étaient à 14 et nous on était à 22. Donc évidemment cette étude, c'est une thèse, donc il y a des limites. C'était uniquement sur le CHU, donc on avait très peu de patients, c'est peu représentatif. On a aussi fait cette thèse alors que c'était sur des données au tout début de vigilance. Donc on sait que l'impact de vigilance, il prend plusieurs années, que la prévention, ça prend plusieurs années avant d'être vraiment efficace. Et aussi parce que, attention au diagnostic recueilli aux urgences, parce qu'on sait que ce n'est pas le meilleur moment pour diagnostiquer un patient. Donc, ce qu'on a retenu, c'est que, en tout cas, vigilance, globalement, ceux qui nous appellent, c'est plutôt la population cible, parce que c'est une population qui a haut risque de réitérer, au risque de décès par suicide. Et nous, dans l'expérience, alors même si ça ne rentre pas dans les statistiques, mais on sait que par exemple, il y a des patients qui souffrent d'un trouble de personnalité borderline qui, grâce à l'aide de vigilance des infirmiers, ont pu aller aux urgences sans faire de gestes suicidaires pour la première fois, aller demander de l'aide, des choses comme ça. Et du coup, malgré que ça n'apparaisse pas dans les chiffres, c'est quand même une expérience positive pour ce patient-là. Et après, nous, on s'est dit que ce qui serait très intéressant, et donc on va bientôt pouvoir le faire, j'espère, c'est de se former aux outils un petit peu psychothérapeutiques spécifiques des patients qui souffrent d'un trouble de personnalité borderline, parce que c'est globalement ceux qui nous appellent le plus. Et du coup, on va probablement, j'espère, être formés aux outils de TCD pour pouvoir les aider de mieux en mieux au téléphone. Et après, du coup, évidemment, on avait quand même plus d'appels aux urgences dans le groupe des appelants entrants que dans le groupe qui ne nous appelait pas, parce que ça nous est arrivé d'adresser du coup les patients qui n'allaient pas bien aux urgences. Donc on avait 26% dans le groupe d'appelants entrants
contre 1% dans le groupe qui n'appelait pas. Donc ça veut dire que globalement, quand ils appellent, en effet, c'est qu'ils ne vont pas bien, et donc ça permet aussi de repérer, de pouvoir les orienter et d'éviter un des suicidaires. Et ça, c'est le mail qu'on vous envoie tous les mois. Et on essaye de se remettre à jour pour essayer de la moderniser, de trouver d'autres idées. Et on est un peu à court d'idées. Si jamais vous avez des idées de communication qu'on pourrait avoir avec vous, qui peuvent un peu changer, on est aussi preneurs. Parce qu'on n'est pas sûr. Alors, je sais que Dr Romer la lit, mais je ne sais pas si tout le monde, tous les centres le font. Parce que pour nous, c'est important aussi que vous ayez une visibilité sur votre activité, c'est-à-dire que c'est vous qui nous adressez les patients. Et du coup, ça nous semble important de vous envoyer vos chiffres tous les mois pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport au mois dernier, etc. C'est aussi un mail qui permet de vous dire qu'est-ce qu'on a fait dans le mois, des fois de vous donner des infos sur les actualités, sur la prévention du suicide. Donc là, je sais par exemple, pour le mois de janvier, on essaiera de vous transmettre le plan de postvention qui a été inscrit sur le gouvernement et sur le site du ministère il n'y a pas longtemps, pour que vous puissiez l'utiliser si vous en avez besoin pour votre établissement. Et merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Merci tout plein, c'était très très intéressant toutes les trois. Est-ce qu'il y a des questions effectivement dans l'Assemblée ou à distance? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de patients sur vigilance? Est-ce que vous avez beaucoup de refus? Comment c'est de manière quotidienne? Bon, la première question est toujours un peu problématique, donc je la pose. Moi, j'ai 2 patients en tête récemment qui ont eu l'appel et l'échange avec Vigilance, enfin, qui étaient très touchés et très contents de la qualité de l'entretien qu'il y a eu de cet échange, avec vraiment un ressentir, je disais, d'exister dans la pensée d'autres personnes. Et dans les crises suicidaires, quand on a ce sentiment d'isolement, de solitude très profond que fait la souffrance de la crise suicidaire, c'est vrai que ce bien-être, après c'est vrai qu'il faut une formation, une connaissance de comment parler à ces personnes-là dans ce moment de grande fragilité. En tout cas, voilà, 2 exemples de 2 patients qui m'ont renvoyé le côté très, très positif de l'échange avec on avec transmettra du coup aux infirmiers, parce que c'est eux qui travaillent. On est là aujourd'hui, mais globalement, c'est eux qui sont au téléphone. La question que je voulais poser, est-ce qu'il vous arrive des fois, en appelant des patients, d'être mal reçus? Oui. Et comment vous l'analysez ça? Parce qu'au départ, ils sont quand même d'accord, ils savent qu'ils ont l'attente de cet appel. Ouais, ça peut arriver au début parce qu'on est un 0800 et que des fois ils nous prennent pour du démarchage. Mais du coup, globalement, si on leur explique après, ça va. C'est très très rare d'être mal reçu. Ça peut arriver aussi chez les patients qui sont alcoolisés, parfois. Mais c'est pas non plus très fréquent. Globalement, on a plutôt un bon accueil. Globalement, en majorité, je pense. Parce que l'appel est fait quand même avec bienveillance, donc de l'autre côté, les patients le perçoivent vraiment bien. Voilà. Après, je voulais en profiter aussi pour reparler un petit peu, je ne sais pas si tu peux développer un peu sur le 3114, par rapport à, comme on est tous des professionnels là, à vous écouter, sur la possibilité d'utiliser cet appel quand on est soignant et qu'on a été confronté à un de nos patients qui a eu un suicide ou un geste suicidaire extrêmement grave, que bien rappeler que ce 3114 peut être ouvert aux professionnels pour un temps d'écoute hors du circuit interne qui peut être soutenu, et que ce numéro maintenant qui fonctionne 24 heures sur 24 est bien ouvert aussi à nos professionnels. Oui, tout à fait. À tout professionnel, à tout entourage, à tout patient. Alors après, dans le plan de prévention, en effet, ils disent de donner des ressources aussi aux professionnels de l'établissement. Mais dans ces ressources-là, pour moi, il y a 3114 aussi.